Les premiers rayons du soleil matinal caressaient les collines de Grasse, illuminant les champs de roses qui s'étendaient à perte de vue. Dans cette ville bénie des dieux, où chaque souffle portait une promesse olfactive, Margot Dubois pressait le pas vers l'Académie internationale de parfumerie. Ses cheveux châtains dansaient au rythme de sa marche précipitée, et ses yeux verts brillaient d'une détermination farouche, malgré l'anxiété qui nouait son estomac. À 25 ans, Margot portait le poids d'un héritage en ruine sur ses épaules délicates. La parfumerie Dubois, autrefois respectée dans tout Grasse, n'était plus qu'un souvenir douloureux gravé dans les murs lépreux de l'ancien atelier familial. Chaque matin, en passant devant la vitrine poussiéreuse où trônaient encore quelques flacons oubliés, elle sentait son cœur se serrer. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui marquait le début du prix de la Rose d'Or, sa dernière chance de redonner vie au rêve de sa grand-mère Émilie. L'amphithéâtre de l'Académie bourdonnait d'activité lorsqu'elle poussa les lourdes portes en chêne. 50 candidats venus du monde entier s'étaient rassemblés pour cette compétition légendaire, tous animés par le même rêve, créer le prochain parfum exclusif de la prestigieuse Maison Lumière. Margot balaya la salle du regard, cherchant un siège libre, quand son attention fut happée par une silhouette imposante près des fenêtres. Alexandre Moreau se tenait là, dans un costume anthracite parfaitement taillé, ses cheveux bruns impeccablement coiffés, captant la lumière dorée du matin. À 27 ans, il incarnait l'élégance française dans sa forme la plus pure, mais c'était son regard qui cloua Margot sur place. Des yeux d'un bleu glacial la fixaient avec une intensité dérangeante, comme si sa simple présence constituait une offense personnelle. Elle n'eut pas le temps de détourner le regard qu'il s'approchait déjà, fendant la foule avec l'assurance d'un prédateur. Chaque pas semblait calculé, chaque mouvement respirait l'autorité naturelle de celui qui n'avait jamais eu à lutter pour sa place dans ce monde. Mademoiselle Dubois. Sa voix était grave, mélodieuse, mais teintée d'un froid polaire qui fit frissonner Margot. Je me demandais quand vous oseriez enfin montrer votre visage. L'assemblée s'était tue autour d'eux, tous les regards convergeant vers cette confrontation inattendue. Margot sentit ses joues s'empourprer, mais redressa fièrement le menton. « Monsieur Moreau, » répondit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme, « je ne savais pas que ma présence vous préoccupait à ce point. » Un sourire sans chaleur étira les lèvres d'Alexandre, découvrant des dents parfaitement alignées. Préoccupé serait un bien grand mot. Disons plutôt que j'éprouve une curiosité morbide à observer les vestiges du passé et tenter désespérément de revivre. Le coup porta. Margot sentit sa respiration se couper, la cruauté de ces mots la transperçant comme une lame. Autour d'eux, des murmures commençaient à s'élever, alimentant une rumeur qui ferait bientôt le tour de Grasse. Elle voulut répliquer, chercha les mots qui pourraient lui rendre sa dignité, mais Alexandre s'éloignait déjà, la laissant seule face aux regards curieux et parfois compatissants de ses concurrents. Maître Philippe Rousseau, directeur de l'Académie et légende vivante de la parfumerie française, choisit ce moment pour faire son entrée. Sa présence imposante ramena instantanément le silence dans l'amphithéâtre. Ses cheveux argentés brillaient sous les lustres de cristal et ses yeux perçants semblaient lire dans l'âme de chaque candidat. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix portant des décennies d'autorité, « vous voici rassemblés pour l'épreuve la plus exigeante de votre carrière. Le prix de la Rose d'Or n'est pas un simple concours, c'est une quête de l'excellence absolue, un voyage au cœur de l'art olfactif le plus raffiné. » Margot buvait ses paroles, essayant d'oublier l'humiliation qu'elle venait de subir. Elle sentait encore le regard d'Alexandre posé sur elle, brûlant sa nuque comme un fer rouge. « Vous avez 6 semaines, » poursuivit Maître Rousseau, « 6 semaines pour créer l'œuvre de votre vie. Chaque élimination sera impitoyable, chaque étape déterminante. Seuls les 3 finalistes auront l'honneur de présenter leur création aux dirigeants de la Maison Lumière en personne. » Un frisson d'excitation parcourut l'assemblée. Margot ferma les yeux un instant, visualisant ce moment où elle pourrait enfin honorer la mémoire de sa grand-mère, où le nom Dubois retrouverait sa place parmi les grands de la parfumerie. « La première épreuve aura lieu demain, » annonça le maître. « Vous devrez créer une composition évoquant l'essence même de Grasse. Que les meilleurs gagnent. » Alors que les candidats commençaient à se disperser, échangeant déjà stratégie et alliance, Margot resta immobile, absorbée dans ses pensées. Elle ne remarqua pas tout de suite la jeune femme qui s'approchait d'elle, un sourire chaleureux illuminant son visage poupin. « Sophie Lefebvre » se présenta-t-elle en tendant une main franche. « Et toi, tu dois être Margot Dubois. J'ai entendu parler de ta grand-mère, c'était une légende. » Pour la première fois depuis son arrivée, Margot sentit ses épaules se détendre. « Merci, c'est gentil de dire ça. »« Gentil, non, vrai !»
corrigea Sophie avec un clin d'œil. Et puis, entre nous, il était temps que quelqu'un remette ce prétentieux de Moreau à sa place. Son petit numéro de tout à l'heure était d'un pathétique. Margot tourna instinctivement la tête vers l'endroit où Alexandre discutait avec un petit groupe de candidats. Même de profil, son visage conservait cette dureté marmoréenne qui semblait gravée dans chacun de ses traits. Pourquoi la haïssait-il à ce point? Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, et pourtant cette animosité paraissait ancrée dans quelque chose de plus profond qu'une simple rivalité professionnelle. « Tu sais pourquoi il me déteste autant ?» demanda-t-elle à Sophie, surprise de sa propre franchise. Sophie haussa les épaules. Les Moreau ont toujours eu cette arrogance. Ils pensent que leur nom leur donne tous les droits. Mais ne le laisse pas t'intimider, ma belle. Le talent ne se transmet pas par le sang, il se gagne par la passion. Alors qu'elle quittait l'amphithéâtre ensemble, Margot jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Alexandre la regardait partir, et pendant une fraction de seconde, elle crut percevoir autre chose que de la haine dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à de la tristesse. Mais l'impression s'évanouit aussitôt, remplacée par cette froideur familière qui lui glaçait le sang. 6 semaines. Elle avait 6 semaines pour prouver sa valeur et peut-être, qui sait, percer le mystère de cette haine inexpliquée. Le soleil se couchait sur Grasse, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Dans l'air flottait toujours cette promesse olfactive qui rendait cette ville si particulière, mélange subtil de roses, de jasmin et d'histoire. Margot inspira profondément, laissant ses arômes familiers l'apaiser. Demain commencerait vraiment sa quête, et quoi qu'Alexandre Moreau puisse penser ou faire, elle était déterminée à se battre jusqu'au bout. L'aube pointait à peine sur les toits de tuiles rouges de Grasse, quand Margot poussa les portes vitrées du laboratoire de l'académie. L'air matinal portait encore la fraîcheur de la nuit, mais son cœur battait déjà la chamade à l'idée de cette première épreuve. Les murs blancs immaculés du laboratoire reflétaient la lumière naissante, créant une atmosphère presque sacrée autour des rangées d'alambics et de flacons étincelants. Elle n'était pas la première arrivée. À sa grande surprise et contrariété, Alexandre se tenait déjà devant l'une des stations de travail, ses manches retroussées révélant des avant-bras élégants, tandis qu'il disposait méthodiquement ses instruments. Il portait une chemise blanche d'une simplicité parfaite qui semblait avoir été taillée sur mesure pour épouser sa silhouette athlétique. Même dans cette tenue décontractée, il dégageait une autorité naturelle qui irritait profondément Margot. Elle choisit une station à l'opposé de la sienne, espérant mettre le maximum de distance entre eux. Mais l'espace restreint du laboratoire rendait sa présence omniprésente, et elle sentait son regard la suivre à chacun de ses mouvements. D'autres candidats commencèrent à affluer. Thomas Laurent, un jeune homme aux boucles blondes et au sourire perpétuel, qui semblait graviter naturellement autour d'Alexandre. Isabelle Chen, une perfectionniste aux gestes précis qui avait déjà remporté plusieurs prix internationaux. Et bien sûr Sophie, qui s'installa près de Margot avec un sourire encourageant. « Alors » chuchota Sophie en disposant ses essences, prête à leur montrer de quoi sont capables les vrais artistes. Margot esquissa un sourire nerveux. « J'espère juste ne pas me ridiculiser. »« Impossible » répliqua Sophie avec conviction. « J'ai vu tes créations lors des sélections. Tu as quelque chose que la plupart d'entre nous n'ont pas. Quoi donc? Une âme. » Maître Rousseau fit son entrée précisément à 8 heures, suivi par un panel de juges dont la réputation faisait trembler les plus aguerris. Margot reconnut Madame Françoise Beaumont, critique redoutée, dont une seule phrase pouvait faire ou défaire une carrière. « L'épreuve d'aujourd'hui est simple en apparence, » annonça Maître Rousseau, sa voix résonnant dans le silence religieux du laboratoire. « Créez-moi l'essence de grâce. Non pas une copie des parfums existants, mais votre vision personnelle de cette terre bénie. Vous avez 4 heures. » Un frisson d'excitation mêlé d'angoisse parcourut Margot. L'essence de grâce. Comment résumer en quelques notes l'histoire millénaire de cette ville, ses champs infinis de fleurs, ses traditions ancestrales? Elle ferma les yeux, laissant ses souvenirs l'envahir. Sa grand-mère Émilie lui avait souvent raconté les matinées d'autrefois, quand elle cueillait les roses avant l'aube pour préserver leur fraîcheur optimale. Cette image de femmes courbées dans les champs, leurs mains expertes sélectionnant chaque pétale avec un amour infini, voilà ce qui incarnait vraiment grâce pour Margot. Elle commença par une base de rose de mai, mais pas n'importe laquelle. Elle sélectionna une essence récoltée à l'heure dorée, quand les premiers rayons du soleil révélaient toute la complexité de la fleur. À cela, elle ajouta une pointe de jasmin grandiflorum, cette fleur que sa grand-mère appelait la reine de la nuit pour son parfum qui s'épanouissait après le coucher du soleil.
Ses gestes devenaient de plus en plus fluides, comme si des années d'apprentissage auprès d'Émilie guidaient encore ses mains. Elle ajouta une note verte de petits grains bigarades pour évoquer les orangers qui bordèrent les routes de Grasse, puis une touche subtile de lavande sauvage qui poussait sur les collines environnantes. Perdue dans sa création, elle ne remarqua pas immédiatement que le silence du laboratoire avait changé de nature. Levant les yeux, elle découvrit Alexandre immobile à sa station, ses instruments abandonnés, qu'il observait travailler avec une intensité troublante. Son visage habituellement impassible trahissait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. De la fascination, de l'inquiétude. Leurs regards se croisèrent pendant une seconde qui sembla durer une éternité. Alexandre sembla se ressaisir brusquement, détournant les yeux avec une brusquerie qui fit tressaillir Margot. Il se remit au travail avec des gestes saccadés, comme s'il tentait d'effacer ce moment d'inattention. Troublée par cet échange muet, Margot faillit renverser son flacon de bergamote. Elle se força à se reconcentrer, mais ses mains tremblaient légèrement. Que signifiait ce regard? Pourquoi Alexandre, qui la méprisait si ouvertement, semblait-il si affecté par sa façon de travailler? Les dernières minutes s'écoulèrent dans une tension palpable. Chaque candidat peaufinait sa création, ajustant les dosages avec l'anxiété de celui qui joue sa carrière sur quelques gouttes d'essence. Margot termina par une note de fond qu'elle considérait comme sa signature secrète, un soupçon d'iris de Florence que sa grand-mère cultivait dans son jardin personnel. C'était risqué. L'iris était capricieux, pouvant sublimer ou détruire une composition selon son dosage. « Temps écoulé », annonça Maître Rousseau. Les flacons furent collectés et numérotés anonymement pour préserver l'impartialité du jugement. Margot observa les juges circuler lentement entre les échantillons, leur visage impassible ne trahissant aucune émotion. Madame Dior s'arrêta longuement devant certaines créations, fronçant parfois les sourcils, esquissant parfois un sourire presque imperceptible. Quand elle s'arrêta devant ce que Margot pensait être sa création, son cœur bondit dans sa poitrine. La critique ferma les yeux, inspira profondément, puis reporta quelques notes sur son carnet. Impossible de déchiffrer son expression. Les résultats tombèrent 1 heure plus tard. 20 noms sur 50 furent appelés pour continuer l'aventure. Margot retenait son souffle quand Maître Rousseau prononça « Margot Dubois ». Un soulagement immense l'envahit, ses jambes manquant de se dérober sous elle. Sophie la serra dans ses bras avec enthousiasme, tandis qu'autour d'elle, certains candidats éliminés quittaient le laboratoire en silence, leurs rêves brisés. Alexandre Moreau, continua la liste. Bien sûr, Margot n'avait jamais douté qu'il serait sélectionné. Elle tourna la tête vers lui et fut surprise de le trouver en train de la regarder. Cette fois, il ne détourna pas les yeux immédiatement. Son expression était indéchiffrable, mélange de respect grudgingly accordé et de quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait toujours pas à identifier. Alors que les candidats sélectionnés se dirigeaient vers la sortie, Alexandre la rattrapa dans le couloir. Sa démarche était différente, moins assurée qu'à l'accoutumée. « Mademoiselle Dubois », dit-il d'une voix étrangement tendue. Elle se retourna, s'attendant à une nouvelle humiliation publique. Mais Alexandre sembla chercher ses mots, son assurance habituelle fissurée. « Votre composition aujourd'hui… » Il s'interrompit, passa une main dans ses cheveux parfaits. Elle sentait comme… Il ne termina pas sa phrase, se contentant de la fixer avec cette intensité troublante qu'elle commençait à reconnaître. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et s'éloigna à grandes enjambées, la laissant plus perplexe que jamais. Sophie la rejoignit, les sourcils froncés. « Qu'est-ce qu'il te voulait ?»« Je n'en ai aucune idée, » murmura Margot, suivant des yeux la silhouette d'Alexandre qui disparaissait au bout du couloir. Mais quelque chose avait changé dans l'air entre eux. Une fissure s'était ouverte dans l'armure de haine qu'il avait si soigneusement construite, et Margot se demandait ce qu'elle découvrirait derrière. 3 jours s'étaient écoulés depuis la première épreuve, et l'atmosphère à l'académie s'était considérablement tendue. Les 20 candidats restants évoluaient désormais comme des félins en cage, chacun surveillant les autres avec une méfiance grandissante. Margot avait remarqué que certains formaient déjà des alliances tacites, échangeant techniques et conseils dans l'espoir de survivre aux prochaines éliminations. Ce mercredi soir, elle était restée plus tard que d'habitude dans le laboratoire personnel que l'Académie mettait à disposition des candidats qualifiés. L'endroit était plus intime que le grand laboratoire collectif, avec seulement 6 postes de travail séparés par des cloisons de verre dépolies. Elle travaillait sur une nouvelle composition pour l'épreuve du lendemain, cherchant cette note parfaite qui ferait la différence. Le ciel s'était assombri progressivement sans qu'elle y prête attention,
trop absorbée par l'équilibre délicat entre bergamote et vétiver qu'elle tentait d'atteindre. Ce ne fut que lorsque le premier grondement de tonnerre résonna au-dessus des toits que Margot leva les yeux de ses essences. La pluie commença à tambouriner contre les hautes fenêtres avec une violence soudaine typique des orages méditerranéens. En quelques minutes, l'averse se transforma en déluge, les gouttes martelant le verre dans un vacarme assourdissant. L'éclairage du laboratoire vacilla, plongeant brièvement la pièce dans une pénombre dorée avant de se stabiliser sur l'éclairage de secours. Margot se dirigea vers la fenêtre pour observer le spectacle impressionnant quand elle entendit la porte du laboratoire s'ouvrir. Elle se retourna, s'attendant à voir Sophie ou l'un des gardiens de nuit, mais son cœur fit un bond lorsqu'Alexandre apparut sur le seuil, trempé de la tête aux pieds. Ses cheveux, habituellement impeccables, collaient à son front, et sa chemise blanche était devenue presque transparente, révélant la silhouette athlétique qu'elle avait devinée. Il semblait aussi surpris qu'elle de cette rencontre inattendue, ses yeux balayant rapidement le laboratoire avant de se poser sur elle. « Mademoiselle Dubois », dit-il d'une voix plus grave que d'habitude, « je ne pensais pas trouver quelqu'un ici à cette heure. »« La passion ne connaît pas d'horaire, monsieur Moreau, » répliqua-t-elle, tentant de masquer le trouble que sa présence suscitait en elle. Un éclair illumina soudainement la pièce, suivi immédiatement par un coup de tonnerre si puissant que les flacons sur les étagères s'entrechoquèrent. La foudre avait dû frapper tout près, car l'électricité se coupa complètement cette fois, plongeant le laboratoire dans l'obscurité totale. Dans le noir absolu, Margot entendit Alexandre murmurer quelque chose qui ressemblait à un juron. Elle tâtonna pour trouver son téléphone et alluma sa lampe torche, créant un cercle de lumière blanche dans les ténèbres. Alexandre était immobile près de la porte, et elle remarqua qu'il semblait différent. La superbe arrogance qui l'habitait habituellement avait disparu, remplacée par quelque chose de plus vulnérable. « Les générateurs de secours ne fonctionnent visiblement plus, » constata-t-elle. « Nous ferions mieux d'attendre ici que l'orage passe. » Alexandre hocha la tête silencieusement et se dirigea vers le poste de travail le plus éloigné du sien. Margot l'observa s'installer, notant la façon dont ses gestes avaient perdu leur assurance habituelle. Dans la lumière vacillante de son téléphone, son visage sculpté semblait moins dur, presque mélancolique. Ils travaillèrent en silence pendant près d'une heure, l'obscurité créant une bulle d'intimité forcée. Seuls les bruits de leurs instruments et le martèlement incessant de la pluie troublaient ce calme étrange. Margot se surprit à observer Alexandre à la dérobée, fasciné par la délicatesse avec laquelle il manipulait ses essences, comme s'il tenait entre ses mains des trésors fragiles. Ce fut quand elle le vit hésiter longuement devant un flacon d'absolu de rose qu'elle brisa le silence. « Vous travaillez sur quoi ?» demanda-t-elle, surprise de sa propre audace. Alexandre leva les yeux vers elle, et dans la pénombre, son regard sembla moins glacial que d'habitude. « Quelque chose d'impossible, » répondit-il, après un long moment. « Impossible ?» Il posa le flacon et passa une main fatiguée sur son visage. Un parfum qui capture un souvenir, un moment précis dans le temps qu'on ne peut plus retrouver. Il y avait tant de tristesse dans sa voix que Margot se leva instinctivement et fit quelques pas vers lui. Quel genre de souvenir? Alexandre la regarda approcher sans protester, ce qui était déjà en soi extraordinaire. « Ma mère », dit-il simplement. Elle avait cette façon particulière de sentir le jasmin après ses promenades dans le jardin. Mais ce n'était pas que le jasmin, il y avait autre chose, quelque chose que je n'arrive pas à recréer. Cette confidence inattendue toucha Margot au cœur. Voilà donc ce qui se cachait derrière cette façade glaciale. Un fils qui tentait désespérément de retrouver la trace olfactive de sa mère disparue. « Puis-je » demanda-t-elle en désignant ses essences. Alexandre hésita, puis poussa le flacon vers elle. Margot ferma les yeux et respira profondément. Le jasmin était pur, magnifique, mais effectivement incomplet. Il manquait cette chaleur humaine qui transforme une simple fragrance en souvenir vivant. « Votre mère portait-elle du parfum ?» interrogea-t-elle doucement. « Non, jamais. Elle disait que les parfums masquaient la beauté naturelle des fleurs. Alors c'était sa peau, » murmura Margot. « Chaque personne a une signature olfactive unique. Le jasmin se mariait à l'odeur naturelle de sa peau. Elle prit un autre flacon, une essence de musc blanc très subtile. « Essayez ceci. Juste une goutte. » Alexandre la regarda faire, et quand il sentit le mélange, son visage se transforma complètement. Ses yeux se fermèrent, et pendant un instant 10 années semblèrent s'effacer de ses traits. Il ressemblait soudain au jeune homme qu'il avait dû être avant que la vie ne forge cette carapace de froideur. « C'est exactement ça, chuchota-t-il, sa voix brisée par l'émotion.
Quand il rouvrit les yeux, il brillait d'une gratitude si intense que Margot sentit son cœur se serrer. Pour la première fois depuis leur rencontre, Alexandre la regardait vraiment, non plus comme une ennemie à abattre, mais comme un être humain qui venait de lui offrir un cadeau inestimable. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi m'aidez-vous alors que je vous ai... » « Parce que la douleur reconnaît la douleur, » répondit Margot avec une simplicité qui les surprit tous les deux. Un éclair illumina à nouveau le laboratoire, mais cette fois, ni l'un ni l'autre ne sursauta. Ils se tenaient face à face dans ce cercle de lumière vacillante, séparés par à peine 1 mètre, et quelque chose de fondamental venait de changer entre eux. Alexandre tendit lentement la main vers le visage de Margot, comme hypnotisé, mais s'arrêta à quelques centimètres de sa joue. Sa main trembla légèrement avant qu'il ne la retire brusquement, comme s'il venait de se brûler. « commença-t-il, mais les mots semblèrent se coincer dans sa gorge. À cet instant, l'électricité revint, inondant le laboratoire d'une lumière crue qui brisa brutalement l'intimité du moment. Alexandre recula d'1 pas, son masque de froideur se remettant automatiquement en place. Mais Margot avait eu le temps de voir. Derrière la haine, derrière la colère, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qu'il luttait désespérément pour cacher. L'orage s'éloignait déjà, les grondements de tonnerre devenant plus distants. Alexandre rassembla rapidement ses affaires, évitant soigneusement le regard de Margot. « Merci », dit-il en se dirigeant vers la porte, sa voix redevenue froide, mais avec une nuance différente. « Pour le parfum. » Après son départ, Margot resta longtemps immobile, fixant l'endroit où il se tenait quelques minutes plus tôt. La tempête avait révélé bien plus que des secrets de parfumerie. Elle avait entrevu l'homme brisé qui se cachait derrière l'héritier arrogant, et cette découverte changeait tout. Le lendemain de l'orage, l'académie bruissait d'une effervescence particulière. La 2e épreuve était annoncée pour l'après-midi. Créer un parfum inspiré d'une émotion tirée au sort. Margot se sentait étrangement sereine malgré l'enjeu, portée par le souvenir de ce moment d'humanité partagé avec Alexandre dans l'obscurité du laboratoire. Cette sérénité vola en éclats dès qu'elle pénétra dans l'amphithéâtre. Alexandre se tenait près de l'estrade, entouré d'un petit groupe de candidats qui buvaient ses paroles. Il avait retrouvé son costume impeccable et son expression de marbre, mais ce qui glaça le sang de Margot fut le regard qu'il posa sur elle. Froid, calculateur, presque cruel, comme si la veille n'avait jamais existé. « Ah, mademoiselle Dubois !» lança-t-il d'une voix portante qui attira l'attention de toute l'assemblée. « J'espère que vous avez bien profité de nos installations hier soir. Bien que je doute que travailler dans l'obscurité soit la méthode la plus professionnelle. » Des rires étouffés s'élevèrent du groupe qui l'entourait. Margot sentit ses joues s'empourprer, mais ce n'était pas de la honte, c'était de la colère pure. Comment osaient-ils transformer leur moment de connexion en une humiliation publique? « En effet, » répliqua-t-elle d'une voix qu'elle espérait ferme, « j'ai appris que certaines personnes révèlent leur vraie nature dans l'obscurité. C'est instructif. » Le sourire d'Alexandre se figea légèrement, mais il se reprit aussitôt. « Comme c'est poétique. J'espère que cette instruction vous aidera dans l'épreuve d'aujourd'hui. » Maître Rousseau entra à ce moment, accompagné de Madame Dior et d'un homme que Margot ne reconnut pas immédiatement. Grand, distingué, avec des cheveux argentés et un regard perçant, il dégageait une autorité naturelle qui imposait le respect. « Mesdames et messieurs, » annonça Maître Rousseau, « j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Henri Beaumont, directeur créatif de la Maison Lumière et votre juge principal pour cette épreuve. » Un murmure respectueux parcourut l'assemblée. Henri Beaumont était une légende vivante, l'homme qui avait créé certains des parfums les plus iconiques des 20 dernières années. Margot sentit son estomac se nouer. Impressionner cet homme relevait du miracle. « Qu'à l'épreuve d'aujourd'hui portera sur l'émotion, » poursuivit Maître Rousseau. « Chaque candidat tirera au sort une émotion et devra créer un parfum qui l'incarne parfaitement. Vous avez 3 heures. » Margot s'approcha de l'urne avec appréhension. Sa main trembla légèrement quand elle saisit le petit papier plié. Elle l'ouvrit et lut « Nostalgie ». Un frisson la parcourut. De toutes les émotions possibles, c'était peut-être celle qu'elle connaissait le mieux. Cette mélancolie douce amère qui l'habitait chaque fois qu'elle pensait à sa grand-mère, à l'époque dorée de la parfumerie du bois, à tous ces rêves perdus qu'elle tentait désespérément de faire renaître. Alexandre tira à son tour. Même à distance, Margot put lire sur ses lèvres le mot qu'il venait de découvrir. Passion. Une ironie du sort qui lui arracha un sourire amer. Lui qui semblait si froid, si détaché, devrait créer un parfum incarnant la passion. Dans le laboratoire, l'atmosphère était électrique. Chaque candidat s'était plongé dans son univers créatif,
cherchant la formule magique qui le qualifierait pour l'étape suivante. Margot ferma les yeux et se laissa emporter par ses souvenirs. Elle se revit enfant, assise sur les genoux de sa grand-mère Émilie dans l'ancien atelier, l'odeur de la violette de Parme que sa grand-mère adorait, mélangée à celle du thé Earl Grey qu'elle buvait à longueur de journée. Les rayons de soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle, créant des motifs dansants sur les flacons anciens. Cette époque où tout semblait possible, où l'avenir brillait de 1000 promesses. Ses mains bougèrent, presque d'elles-mêmes. Base de violette, bien sûr, mais pas seule. Un soupçon de bergamote pour évoquer ce thé tant aimé. Une note poudrée d'iris pour rappeler la douceur des étreintes de sa grand-mère. Et en fond, cette senteur particulière du bois vieilli qui imprégnait l'ancien atelier. Elle était si absorbée dans sa création qu'elle ne remarqua pas immédiatement l'agitation qui régnait du côté d'Alexandre. Ce ne fut que quand elle entendit Thomas s'exclamer « Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ?» qu'elle leva les yeux. Alexandre se tenait devant sa station, immobile, fixant ses essences d'un regard perdu. Ses mains tremblèrent légèrement, et Margot reconnut cette expression qu'elle avait vue la veille dans l'obscurité du laboratoire. Il semblait perdu. Sans réfléchir, elle abandonna sa propre création et se dirigea vers lui. Thomas et les autres candidats de son groupe semblaient désorientés par cette paralysie soudaine de leur leader incontesté. « Alexandre », dit-elle doucement, utilisant son prénom pour la première fois. Il tourna vers elle un regard si désemparé qu'elle en eut le souffle coupé. « Je ne sais pas comment faire », murmura-t-il, sa voix si basse que seule elle put l'entendre. « Comment créer la passion quand on a passé des années à l'enterrer ?» Cette confession, lâchée dans un moment de vulnérabilité totale, toucha Margot au cœur. Elle comprit soudain que derrière toute cette froideur calculée se cachait un homme qui avait renoncé à ressentir pour se protéger. « La passion n'est pas que le feu », chuchota-t-elle. « Elle peut aussi être la braise qui couve sous la cendre. Cette douleur que vous portez pour votre mère, cette rage que vous ressentez contre moi, ce sont aussi des formes de passion. » Alexandre la regarda intensément, comme si elle venait de lui révéler un secret fondamental. Lentement, il tendit la main vers un flacon d'absolu de rose, celui-là même qu'il avait hésité à utiliser la veille. « Merci », murmura-t-il. Margot retourna à sa station, troublée par cet échange. Autour d'eux, personne n'avait remarqué ce moment de faiblesse d'Alexandre, trop concentré sur leur propre création. Mais elle savait que quelque chose venait encore de changer entre eux. Les résultats furent annoncés en fin d'après-midi. 15 candidats furent qualifiés pour la suite. Margot entendit son nom avec soulagement, et celui d'Alexandre quelques secondes plus tard. Mais ce qui la surprit fut l'annonce de M. Beaumont. « J'aimerais souligner 2 créations particulièrement remarquables aujourd'hui », déclara-t-il. « La nostalgie de Mademoiselle Dubois m'a transporté dans mes propres souvenirs d'enfance, et la passion de M. Moreau, eh bien, elle m'a rappelé pourquoi je suis tombé amoureux de la parfumerie. » Margot croisa le regard d'Alexandre à travers la salle. Pour la première fois depuis leur rencontre, il ne détourna pas les yeux. Au contraire, il inclina légèrement la tête dans ce qui ressemblait à un remerciement silencieux. Mais quand Sophie vint la féliciter quelques minutes plus tard, Alexandre avait déjà disparu, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Pourquoi l'aidait-elle? Pourquoi cette souffrance qu'elle lisait dans ses yeux le touchait-elle à ce point? Et surtout, pourquoi avait-elle l'impression que sous toute cette haine apparente se cachait quelque chose de bien plus dangereux, de l'amour? Une semaine s'était écoulée depuis l'épreuve des émotions et l'atmosphère à l'académie était devenue électrique. Les 15 candidats restants évoluaient désormais dans un climat de méfiance généralisée, chacun sachant que la moindre faiblesse pouvait être exploitée par les autres. Margot avait remarqué que les alliances se formaient et se défaisaient au gré des éliminations, créant un jeu dangereux où la loyauté était une denrée rare. Ce matin-là, elle se dirigeait vers le laboratoire quand Sophie la rattrapa dans le couloir, le visage tendu d'inquiétude. « Margot, il faut que je te parle », dit-elle en jetant des regards nerveux autour d'elle. « Il se passe quelque chose de bizarre. »« Quoi donc ?» Sophie l'entraîna dans un renfoncement plus discret. « Hier soir, j'ai entendu Isabelle et Thomas discuter près de la bibliothèque. Ils parlaient de toi, c'est d'Alexandre. » Le cœur de Margot fit un bond. « Qu'est-ce qu'ils disaient ?»« Ils ont remarqué que depuis quelques jours, Alexandre ne te sabote plus comme avant. Isabelle pense que vous avez conclu une alliance secrète et elle essaie de monter les autres candidats contre vous deux. » Margot sentit une bouffée d'irritation l'envahir. « Une alliance? Mais c'est ridicule. Alexandre me déteste plus que jamais. »« C'est bien le problème, » murmura Sophie, « parce que de l'extérieur, ça ne ressemble plus à de la haine, ça ressemble à autre chose. »
Avant que Margot puisse répondre, la voix de Maître Rousseau résonna dans le couloir, appelant tous les candidats dans l'amphithéâtre. L'épreuve du jour était sur le point de commencer. Cette fois, le défi était différent. Ils devaient travailler en binôme tiré au sort et créer ensemble un parfum représentant l'harmonie des contraires. Margot sentit son estomac se nouer quand elle vit Maître Rousseau mélanger les noms dans l'urne. Être associé à un rival pouvait être catastrophique. « Margot Dubois », annonça le maître en tirant le premier papier. Margot retint son souffle, priant pour éviter Isabelle ou l'un des candidats ouvertement hostiles, Alexandre Moreau. Un silence de mort s'abattit sur l'amphithéâtre. Margot sentit tous les regards converger vers elle, certains surpris, d'autres franchement soupçonneux. Elle croisa le regard d'Alexandre et il eut la même stupéfaction que celle qu'elle ressentait. « Eh bien, » dit Maître Rousseau avec un sourire énigmatique, « voilà qui promet d'être intéressant. L'harmonie des contraires, en effet. » Quelques rires nerveux s'élevèrent dans l'assemblée, mais Margot ne les entendit pas. Elle fixait Alexandre, tentant de déchiffrer son expression. Pour une fois, son masque d'impassibilité était fissuré, laissant transparaître ce qui ressemblait à de la panique. Dans le laboratoire, ils s'installèrent côte à côte dans un silence pesant. Autour d'eux, les autres binômes avaient déjà commencé à discuter stratégie, mais Alexandre et Margot se contentaient de fixer leurs instruments sans oser se regarder. « Alors, finit par dire Margot, des idées pour cette harmonie des contraires ?» Alexandre leva enfin les yeux vers elle. « Vous voulez vraiment gagner cette épreuve ? Bien sûr. Pas vous ? Si. » Il marqua une pause. « Mais cela signifie que nous devons oublier tout le reste. Tout le reste, cette rivalité, cette tension entre nous. Pour les 3 prochaines heures, nous ne sommes plus des ennemis. » Margot hocha la tête, mais quelque chose dans la façon dont il avait dit « tension » fit battre son cœur plus vite. « D'accord. Alors qu'est-ce que vous proposez ?» Alexandre se pencha vers elle, et elle perçut cette fragrance subtile qui lui était propre, un mélange de bois de santal et de quelque chose de plus personnel qu'elle n'arrivait pas à identifier. L'harmonie des contraires. Que diriez-vous de jouer sur nos différences? Comment ça? Votre style est intuitif, émotionnel. Le mien est plus technique, structuré. Si nous combinions ces approches? Margot fut surprise par cette analyse. Il l'observait donc travailler assez attentivement pour comprendre sa méthode. Vous me proposez de fusionner le cœur et la raison? Exactement. Ils se mirent au travail et pour la première fois depuis leur rencontre, Margot découvrit un Alexandre différent. Concentré, passionné, d'une intelligence brillante qui se révélait dans chacune de ses suggestions. Il écoutait ses idées sans les rejeter, proposait des améliorations qui sublimaient ses intuitions plutôt que de les contredire. « Essayez ça », dit-elle, en lui tendant un mélange où elle avait associé bergamote et vétiver. C'est risqué, mais Alexandre ferma les yeux pour sentir, et son visage s'illumina d'un sourire sincère, le premier qu'elle lui voyait depuis leur rencontre. « C'est génial. Comment avez-vous su que ces 2 notes pouvaient se marier? »« Instinct, » répondit-elle, troublée par ce sourire qui transformait complètement ses traits. « Et si on ajoutait une pointe de cardamome pour structurer l'ensemble ?» Elle testa sa suggestion et fut forcée d'admettre qu'il avait raison. L'épice apportait exactement la profondeur qui manquait à sa création. Au fur et à mesure que les heures passaient, leur collaboration devenait plus fluide, presque chorégraphiée. Ils évoluaient autour de leur station de travail comme s'ils avaient toujours travaillé ensemble, se passant les flacons sans même avoir besoin de se parler, anticipant les gestes de l'autre. « Vous savez, » dit Alexandre, alors qu'il peaufinait les derniers détails, « vous avez un don que peu de parfumeurs possèdent. Lequel? Vous sentez l'âme des essences, pas seulement leur odeur, mais leur personnalité. » Cette remarque toucha Margot plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. « Ma grand-mère disait la même chose. Votre grand-mère était Émilie Dubois ?» Margot leva les yeux, surprise par le ton respectueux qu'il avait employé. « Vous la connaissiez ?» Alexandre détourna le regard, une ombre passant sur son visage. De réputation. C'était une grande dame de la parfumerie. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix, comme un regret qu'elle ne comprenait pas. Mais avant qu'elle puisse l'interroger davantage, Maître Rousseau annonça la fin de l'épreuve. Leur création était parfaite, un équilibre magique entre émotion et technique, intuition et savoir-faire. En la sentant, Margot eut l'impression de découvrir quelque chose de nouveau, une harmonie qu'elle n'aurait jamais pu atteindre seule. Les résultats furent annoncés 1 heure plus tard. Non seulement leur binôme était qualifié, mais leur parfum avait été désigné comme le meilleur de l'épreuve. « Félicitations », dit M. Beaumont en s'approchant d'eux. « Vous avez créé quelque chose d'exceptionnel.
Cette harmonie entre vos deux styles, on sent que vous vous complétez parfaitement. Margot rougit sous le compliment, mais c'est vers Alexandre qu'elle se tourna instinctivement. Il la regardait avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, un mélange d'admiration et de quelque chose de plus troublant. « Merci », dit-il simplement, mais le mot semblait chargé de bien plus que de la simple politesse. Alors qu'ils rassemblèrent leurs affaires, Margot remarqua les regards hostiles que leur lançaient certains candidats. Isabelle, en particulier, les fusillait du regard, sa théorie de l'alliance secrète apparemment confirmée dans son esprit. « Ils pensent qu'on s'est mis d'accord », murmura Margot. « Qu'ils pensent ce qu'ils veulent », répondit Alexandre, mais elle perçut une note de lassitude dans sa voix. En sortant du laboratoire, ils se retrouvèrent seuls dans le couloir. Alexandre s'arrêta soudain et se tourna vers elle. « Margot », dit-il, utilisant son prénom avec une familiarité nouvelle, « ce qu'il s'est passé aujourd'hui, c'était juste pour l'épreuve, » l'interrompit-elle rapidement, effrayée par l'intensité de son regard. « Non, » dit-il doucement, « ce n'était pas juste pour l'épreuve. » Il fit un pas vers elle, et Margot sentit son cœur s'emballer. Dans ses yeux, elle ne voyait plus trace de haine, seulement une confusion douloureuse, comme s'il luttait contre quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. « Je ne sais plus, » commença-t-il, sa voix presque inaudible. Mais à cet instant, Sophie apparut au bout du couloir, brisant le charme du moment. Alexandre recula immédiatement, son masque se remettant en place comme un rideau qui tombe. « À demain, mademoiselle Dubois », dit-il formellement avant de s'éloigner à grands pas. Margot le regarda partir, le cœur battant. Quelque chose venait de changer irrémédiablement entre eux, et elle n'était plus sûre de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'épreuve en binôme, et l'atmosphère à l'académie était devenue suffocante. Les rumeurs d'alliance entre Margot et Alexandre couraient dans tous les couloirs, alimentées par les candidats éliminés qui cherchaient des explications à leur échec. 12 concurrents restaient en lice, et la tension était palpable. Margot tentait de se concentrer sur sa préparation pour l'épreuve du lendemain, mais elle ne pouvait s'empêcher de repenser aux derniers mots d'Alexandre. Ce n'était pas juste pour l'épreuve. Que voulait-il dire exactement? Et pourquoi cette phrase la troublait-elle autant? Elle était plongée dans ses notes quand Sophie fit irruption dans sa chambre, à la résidence de l'académie, le visage blême. « Margot, il faut que tu viennes immédiatement, » dit-elle d'une voix étranglée. « Il y a une présentation spéciale dans l'amphithéâtre. Tous les candidats doivent y assister. » Le cœur de Margot se serra. Une présentation improvisée n'annonçait jamais rien de bon. Elle suivit Sophie dans les couloirs, notant l'agitation inhabituelle qui régnait. Des groupes de candidats chuchotaient entre eux, leurs visages tendus trahissant leur inquiétude. L'amphithéâtre était bondé, non seulement des candidats restants, mais aussi de journalistes spécialisés et de personnalités du monde de la parfumerie. Margot reconnut plusieurs figures influentes du secteur, leurs regards scrutateurs balayant l'assemblée comme des prédateurs évaluant leur proie. Au premier rang, elle aperçut un homme qu'elle ne connaissait que trop bien, Édouard Lavigne, critique redoutable du magazine Parfums & Tendances, réputé pour sa langue de vipère et sa capacité à détruire une réputation en quelques phrases bien choisies. Maître Rousseau prit place sur l'estrade, son expression grave contrastant avec son habituelle bienveillance. « Mesdames et messieurs, nous avons organisé cette session spéciale pour permettre à nos candidats de présenter leur philosophie créative devant un panel d'experts du secteur. » Margot sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas prévu au programme initial. Quelque chose clochait. Chaque candidat aura 5 minutes pour expliquer sa vision de la parfumerie moderne, continua Maître Rousseau. Nous commencerons par ordre alphabétique. Les premières présentations se déroulèrent dans une atmosphère tendue. Chaque candidat tentait de briller, conscient que cette épreuve improvisée pouvait changer le cours de la compétition. Quand vint le tour de Margot, ses jambes tremblaient légèrement. Elle s'avança vers le micro, balayant l'assemblée du regard. Son cœur bondit quand elle croisa les yeux d'Alexandre, assis au 3e rang. Pour une fois, son expression n'était pas indéchiffrable. Elle y lut quelque chose qui ressemblait à de l'encouragement. La parfumerie, commença-t-elle d'une voix qu'elle espérait ferme, n'est pas seulement un art olfactif, c'est un pont entre les générations, un moyen de préserver les souvenirs et de créer de nouvelles émotions. Elle parla de sa grand-mère Émilie, de l'héritage familial qu'elle tentait de restaurer, de sa vision d'une parfumerie qui honore le passé tout en embrassant l'innovation. Ces mots coulaient naturellement, portés par une passion sincère qui semblait toucher l'audience. Quand elle termina, des applaudissements polis résonnèrent dans l'amphithéâtre, mais Édouard Lavigne leva la main pour demander la parole. « Mademoiselle Dubois, dit-il d'une voix doucereuse qui ne présageait rien de bon, votre discours est très touchant,
Mais parlons franchement. N'est-il pas vrai que votre famille a fait faillite par incompétence? Que votre grand-mère a perdu son entreprise à cause de mauvaises décisions commerciales? Le silence se fit dans l'amphithéâtre. Margot sentit le sang se retirer de son visage. Ma grand-mère était une artiste respectée. Respectée peut-être, mais ruinée, coupa Lavigne avec un sourire cruel. Et n'est-il pas ironique que vous parliez d'honorer le passé quand votre famille incarne parfaitement l'échec de l'ancienne garde face à la modernité? Des murmures s'élevèrent dans l'assemblée. Margot se sentait nue, exposée, humiliée devant tout ce beau monde. Les mots lui manquaient pour répondre à cette attaque vicieuse et personnelle. C'est alors qu'Alexandre se leva. « Monsieur Lavigne, dit-il d'une voix glaciale qui figea toute l'assemblée, permettez-moi de vous rappeler quelque chose. » Il descendit lentement vers l'estrade, sa démarche féline et menaçante. Tous les regards convergèrent vers lui, et Margot remarqua que même Maître Rousseau semblait tendu. Émilie Dubois, continua Alexandre en se plantant face aux critiques, était non seulement une artiste respectée, mais l'une des parfumeuses les plus innovantes de sa génération. Si vous vous étiez donné la peine de faire vos recherches, au lieu de vous contenter de ragots, vous sauriez qu'elle a créé 3 compositions révolutionnaires qui ont influencé toute une génération de parfumeurs. Lavigne tenta d'intervenir, mais Alexandre poursuivit impitoyablement. Quant à l'échec commercial de son entreprise, il résultait d'une trahison de son associé, non d'une incompétence quelconque. Mais j'oublie que vous préférez les scandales fabriqués aux faits avérés. L'attaque était si précise, si documentée, que Lavigne en resta bouche bée. Alexandre se tourna vers l'assemblée, son regard balayant chaque visage. Si nous devons juger les candidats sur leurs mérites artistiques plutôt que sur des commérages de couloir, alors reconnaissons que Mademoiselle Dubois possède un talent rare et une vision authentique de notre art. Il fit une pause, ses yeux se posant brièvement sur Margot. Certains naissent avec des privilèges, d'autres doivent se battre pour chaque opportunité. Personnellement, je respecte davantage ceux qui luttent que ceux qui héritent. Ces derniers mots résonnèrent comme une confession personnelle. Alexandre remonta vers sa place sous les regards médusés de l'assemblée, laissant Lavigne humilié et silencieux. Margot regagna sa place, le cœur battant la chamade. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Alexandre Moreau, son ennemi juré, venait de la défendre avec une férocité qui avait laissé tout le monde sans voix. Les présentations suivantes se déroulèrent dans une atmosphère plus calme, comme si l'intervention d'Alexandre avait rappelé à chacun les limites à ne pas franchir. Quand vint son tour, il livra un discours brillant sur l'innovation technique en parfumerie, mais Margot l'écouta à peine, encore sous le choc de sa défense. À la fin de la session, alors que les candidats se dispersaient, Margot chercha Alexandre du regard. Elle le trouva près de la sortie, en grande conversation avec Thomas. Quand leurs yeux se croisèrent, il s'interrompit au milieu de sa phrase. Elle s'approcha lentement, ignorant les regards curieux des autres candidats. « Alexandre, dit-elle quand elle fut assez près. Merci. » Il la regarda longuement, son expression redevenue indéchiffrable. « N'y voyez rien de personnel, dit-il finalement. Je n'aime simplement pas les attaques déloyales. » Mais quelque chose dans ses yeux démentait ces paroles. Il y avait là une intensité, une émotion contenue qu'il tentait désespérément de cacher. « Tout de même, insista Margot, ce que vous avez dit sur ma grand-mère, comment savez-vous tout ça ?» Alexandre se figea, comme si elle venait de toucher un point sensible. « Mes recherches pour la compétition, » répondit-il évasivement. « Alexandre, » intervint Thomas avec un regard étrange, « on ferait mieux d'y aller. » Alexandre hocha la tête et fit mine de partir, mais Margot lui saisit le bras. Au contact de sa peau, une décharge électrique les traversa tous les deux. « Pourquoi ?» chuchota-t-elle. « Pourquoi m'avez-vous défendu ?» Il la regarda intensément, et pendant un instant, tout son masque de froideur s'effrita. « Parce que, dit-il d'une voix rauque, vous ne méritez pas d'être humilié pour les erreurs du passé. » Il se dégagea doucement et s'éloigna, laissant Margot plus troublée que jamais. Derrière toute cette haine apparente, il y avait définitivement autre chose. Quelque chose de bien plus dangereux que l'inimitié, de la protection, du respect, et peut-être même, elle n'osa pas terminer cette pensée. Pas encore. Le lendemain de l'incident avec Édouard Lavigne, l'atmosphère à l'académie avait changé. Les regards que Margot croisait dans les couloirs oscillaient entre respect nouveau et suspicion accrue. La défense publique d'Alexandre avait eu l'effet d'une bombe, et chacun tentait d'en comprendre les implications. L'épreuve du jour était particulièrement redoutable. Créer un parfum de niche pour une clientèle ultra sophistiquée, avec la contrainte d'utiliser au moins
3 ingrédients considérés comme difficiles, des matières premières capricieuses que seuls les parfumeurs les plus expérimentés osaient manipuler. Margot se tenait devant sa station, fixant la liste des ingrédients imposés avec une angoisse grandissante. Oud cambodgien, civette, castoreum, des matières animales et boisées extrêmement puissantes qui pouvaient transformer un parfum en catastrophe olfactive au moindre faux pas. Elle jeta un coup d'œil vers Alexandre, installé 3 postes plus loin. Pour la première fois depuis leur rencontre, il semblait aussi tendu qu'elle. Ses gestes habituellement fluides trahissaient une nervosité inhabituelle, et elle le vit hésiter longuement devant les flacons d'essence. « Vous avez 4 heures, annonça maître Rousseau, et je vous préviens, cette épreuve a déjà éliminé des parfumeurs chevronnés. La subtilité sera votre meilleur atout. » Margot ferma les yeux et tenta de faire le vide dans son esprit. L'oud d'abord, cette résine précieuse au parfum si particulier qu'elle divisait les amateurs entre amour et répulsion. Elle en préleva une quantité infime, sachant qu'une goutte de trop condamnerait toute sa composition. Les premières heures passèrent dans une concentration absolue. Autour d'elle, elle entendait les soupirs frustrés des autres candidats, le tintement des flacons manipulés avec précaution, parfois une exclamation de dépit. L'épreuve était manifestement aussi difficile qu'annoncée. Margot construisait lentement sa fragrance, posant chaque note avec la délicatesse d'un architecte édifiant un château de cartes. Un soupçon de rose de Bulgarie pour adoucir l'oud, une pointe de bergamote pour apporter de la lumière, puis cette civette si controversée dosée au compte-gouttes. C'est au moment d'incorporer le castoreum qu'elle commit l'erreur fatale. Sa main, rendue tremblante par la nervosité, versa une goutte de trop de cette essence animale puissante. Immédiatement, l'équilibre si fragile qu'elle avait mis des heures à construire s'effondra. Son parfum vira au désastre olfactif, une cacophonie de notes qui se battaient entre elles sans aucune harmonie. Elle fixa son flacon avec horreur, réalisant qu'il était trop tard pour tout recommencer. Autour d'elle, les autres candidats continuaient leur travail, inconscients de sa catastrophe personnelle. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais les ravala courageusement. Pas question de craquer en public. L'épreuve se termina dans un silence pesant. Quand maître Rousseau annonça la fin du temps imparti, Margot n'eut d'autre choix que de rendre sa création ratée, sachant qu'elle venait probablement de signer son arrêt de mort dans la compétition. Les résultats tombèrent 2 heures plus tard, implacables. 5 candidats étaient éliminés, et parmi eux, Alexandre Moreau. Margot sentit son sang se glacer. Elle tourna la tête vers lui, incrédule. Alexandre se tenait parfaitement droit, son visage de marbre ne trahissant aucune émotion, mais elle vit ses mains se crisper imperceptiblement. Margot Dubois, son nom résonna comme un glas. Elle avait échoué. Après tout ce chemin parcouru, tous ses efforts, elle était éliminée. Mais ce qui la troublait le plus, c'était qu'Alexandre partageait le même sort. Les candidats éliminés quittèrent l'amphithéâtre dans un silence de cathédrale. Margot rassembla ses affaires mécaniquement, encore sous le choc. C'était fini. Tout était fini. Elle se dirigeait vers la sortie quand elle aperçut Alexandre, seul près des grandes fenêtres qui donnaient sur les jardins de l'académie. Il contemplait les champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue, ses épaules légèrement affaissées dans ce qui ressemblait à de la défaite. Sans réfléchir, elle s'approcha de lui. Il ne se retourna pas quand elle arriva à sa hauteur, mais elle sentit qu'il avait perçu sa présence. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle. « L'échec fait partie du jeu », répondit-il d'une voix atone. Nous le savions tous les deux. Mais quelque chose dans son ton démentait cette fausse indifférence. Margot l'observa de profil, notant la tension de sa mâchoire, la façon dont ses mains se crispaient sur le rebord de la fenêtre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Alexandre laissa échapper un rire sans joie. « L'oud. Je croyais le maîtriser, mais... » Il secoua la tête. « J'ai été présomptueux. Moi, c'était le castoreum, avoua Margot. Une goutte de trop, et tout s'est écroulé. » Ils restèrent silencieux un moment, unis dans cette amertume partagée. Dehors, le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de nuances dorées qui contrastaient cruellement avec leur humeur sombre. « Vous savez ce qui est ironique ?» dit Alexandre soudain. « Nous sommes probablement les 2 seuls candidats à vraiment comprendre la parfumerie comme un art, pas seulement comme un métier, et nous voilà éliminés ensemble. » Margot tourna la tête vers lui, surprise par cette confession. « Vous trouvez vraiment que je comprends la parfumerie ?» Pour la première fois, Alexandre la regarda directement. Dans ses yeux, elle ne vit plus trace de haine ou de mépris, seulement une lassitude profonde et quelque chose qui ressemblait à du regret. « Margot, dit-il, utilisant à nouveau son prénom avec cette familiarité troublante.
Vous avez un don que je n'aurai jamais. Vous créez avec votre âme. Moi, je ne fais que reproduire des formules. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle. Ce parfum que vous aviez créé pour votre mère l'autre soir, justement, l'interrompit-il avec amertume. J'ai besoin d'un souvenir, d'une émotion extérieure pour créer quelque chose de vrai. Vous portez cette émotion en vous. Le soleil disparaissait derrière les collines, et la lumière dorée du couchant enveloppait leurs silhouettes. Dans cette atmosphère feutrée, Alexandre sembla baisser définitivement sa garde. « Je vous envie », avoua-t-il dans un souffle. « Depuis le premier jour, je vous envie cette passion pure, cette façon de vous donner entièrement à votre art. Alors pourquoi ?» demanda Margot, la question qui la tourmentait depuis des semaines, jaillissant enfin. « Pourquoi me détestez-vous autant ?» Alexandre ferma les yeux, comme si cette question lui causait une douleur physique. « Parce que, dit-il d'une voix si basse qu'elle dut se pencher pour l'entendre, vous me rappelez tout ce que j'aurais voulu être et que je ne serai jamais. » Cette confession, lâchée dans un moment de vulnérabilité absolue, toucha Margot au cœur. Elle comprit soudain que toute cette hostilité n'était que l'expression déformée d'une admiration douloureuse, d'une frustration dirigée contre lui-même plutôt que contre elle. « Alexandre » commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Il vaut mieux que je parte » dit-il en s'éloignant de la fenêtre. « Ma voiture m'attend. » Il fit quelques pas vers la sortie, puis s'arrêta sans se retourner. « Pour ce que ça vaut, dit-il, vous méritez de gagner cette compétition bien plus que n'importe qui d'autre ici. » Il repartit sans attendre de réponse, laissant Margot seule face au coucher de soleil. Dans le silence qui suivit son départ, elle réalisa que quelque chose d'essentiel venait de se briser entre eux. Mais était-ce le mur de haine ou ses propres défenses? Car malgré l'échec, malgré l'élimination qui signait la fin de ses rêves, la seule chose qui lui importait vraiment en cet instant était qu'Alexandre s'éloignait d'elle, emportant avec lui des secrets qu'elle commençait seulement à entrevoir. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'élimination, et Margot errait dans Grasse comme une âme en peine. Elle avait reporté son départ, incapable de se résoudre à quitter cette ville qui avait été le théâtre de tant d'émotions contradictoires. L'échec de la compétition lui semblait presque secondaire maintenant, éclipsé par le mystère qu'était devenu Alexandre Moreau. Ce matin-là, poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliquait pas, elle décida de se rendre aux archives municipales de Grasse. Si Alexandre connaissait autant de détails sur l'histoire de sa grand-mère, il devait bien y avoir une raison qu'elle était déterminée à découvrir. La bibliothécaire, une dame âgée aux lunettes en demi-lune, l'accueillit avec bienveillance. « Vous cherchez des informations sur la parfumerie du bois ? Oh, quelle belle époque c'était! Votre grand-mère était une femme remarquable. Vous l'avez connue ? Bien sûr, ma petite. J'étais jeune archiviste à l'époque. Je me souviens encore de son amitié avec Célestine Moreau. Elles étaient inséparables, ces deux-là. » Le cœur de Margot bondit. « Célestine Moreau ? La mère d'Alexandre ? » Exactement. Elles avaient créé ensemble cette formule révolutionnaire. Attendez, j'ai peut-être quelque chose qui vous intéressera. La bibliothécaire disparut dans les archives et revint avec une boîte poussiéreuse. Des lettres et des documents d'époque. Personne ne les a consultés depuis des années. Margot ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. Les premières lettres étaient des correspondances professionnelles banales, mais au fur et à mesure qu'elle progressait dans la chronologie, elle découvrit une histoire qui bouleversa sa vision du monde. Émilie Dubois et Célestine Moreau n'avaient pas été de simples associées, elles avaient été les meilleures amies du monde, presque des sœurs. Ensemble, elles avaient développé une technique révolutionnaire d'extraction d'essence qui avait fait sensation dans tout Grasse. Leurs lettres débordaient d'affections mutuelles, de projets partagés, de rêves communs. Puis, brutalement, tout avait changé. Les lettres de 1987 témoignaient d'une rupture violente, d'accusations de trahison, de brevets volés. Émilie accusait Célestine d'avoir utilisé leur formule commune pour créer l'empire Moreau, la laissant dans la ruine. Mais la vérité était dans les dernières lettres de la boîte, des documents que Célestine avait manifestement écrits, mais jamais envoyés. Son écriture tremblante trahissait une maladie déjà avancée. « Ma chère Émilie, si tu lis ces lignes un jour, c'est que je ne suis plus là pour te dire la vérité. Je n'ai jamais trahi notre amitié. Le brevet que tu crois volé, je l'avais déposé à nos 2 noms, comme convenu. Mais mon mari l'a fait modifier en secret, retirant ton nom. Quand j'ai découvert sa machination, il était trop tard. J'ai passé le reste de ma vie à essayer de réparer cette injustice, à envoyer de l'argent à ta famille par des voies détournées. Mais tu as refusé toute aide. Pardonne-moi, mon ami. Pardonne-nous.
Margot sentit les larmes couler sur ses joues. Toute l'histoire de sa famille était basée sur un malentendu tragique. Sa grand-mère était morte en croyant avoir été trahie par sa meilleure amie, alors que celle-ci s'était battue en secret pour réparer l'injustice. Mais ce qui la bouleversa le plus fut la dernière lettre, adressée à un fils encore adolescent. « Mon cher Alexandre, tu grandis en portant le poids d'une richesse construite sur l'injustice. Quand tu seras assez grand pour comprendre, tu découvriras la vérité sur l'amitié brisée entre nos familles. J'espère que tu sauras faire mieux que nous, que tu trouveras un moyen de réconcilier ce qui a été séparé par l'orgueil et l'incompréhension. » Margot ferma les yeux, comprenant enfin. Alexandre savait, il avait toujours su. Cette haine qu'il affichait n'était que l'expression de sa culpabilité, de sa honte de porter un nom bâti sur une trahison. Elle rassembla précipitamment les lettres et quitta les archives. Il fallait qu'elle le trouve, qu'elle lui parle. L'adresse des Moreau était connue de tout Grasse, un magnifique mât provençal sur les hauteurs de la ville. Le soleil déclinait quand elle arriva devant les grilles de la propriété. À travers les barreaux en fer forgé, elle aperçut une silhouette familière dans le jardin. Alexandre se tenait près d'un bassin de roses blanches, immobile comme une statue. Elle poussa la grille, qui s'ouvrit dans un grincement rouillé, et s'avança dans l'allée gravée. Alexandre ne se retourna pas, mais elle sut qu'il l'avait entendu approcher. « Vous avez trouvé les lettres » dit-il sans la regarder. Ce n'était pas une question. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» Sa voix tremblait de colère et de douleur mêlée. Alexandre se tourna enfin vers elle. Son visage était ravagé par une tristesse si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. « Que pouvais-je dire ? Désolé, ma famille a détruit la vôtre. Désolé, votre grand-mère est morte en me détestant sans savoir la vérité. Elle ne vous détestait pas. Elle ne vous connaissait même pas. Mais moi, je la détestais. » explosa-t-il soudain. « J'ai grandi en entendant mon père cracher sur le nom Dubois, en le traitant de famille de ratés. Et quand j'ai découvert la vérité après la mort de ma mère, j'ai réalisé que j'avais vécu dans le mensonge toute ma vie. » Il fit quelques pas vers elle, ses yeux brillants de larmes contenues. « Et puis vous êtes arrivé. Vous, avec votre talent pur, votre passion authentique, tout ce que ma mère aurait adoré chez la petite fille de son ami perdu. Vous étiez la preuve vivante de ce que nous avions détruit. Alors vous m'avez haï pour ça ? Non, cria-t-il, sa voix se brisant. Je vous ai haï parce que je suis tombé amoureux de vous dès le premier regard et que je savais que je ne méritais pas cet amour. Chaque jour passé près de vous était une torture, parce que vous me rappeliez à la fois ma culpabilité et mon désir impossible. » Margot sentit son cœur s'arrêter. Cette confession, lâchée dans un moment de désespoir total, changeait tout. Alexandre, ses mains tremblant de vulnérabilité et des années de douleur réprimée, fit un pas vers elle. « Margot, » chuchota-t-il, sa voix brisée par l'émotion, « je sais que je ne mérite rien, je sais que je vous ai fait du mal, mais, s'il vous plaît, laissez-moi vous embrasser une fois avant que vous me haïssiez pour toujours. » Ses lèvres tremblaient, ses yeux étaient noyés de larmes, et dans ce jardin baigné par la lumière dorée du couchant, il ressemblait à un homme qui mendiait son pardon. Margot réalisa que sous toute cette haine apparente, il y avait eu de l'amour depuis le début, un amour qu'il avait tenté désespérément de nier. « Idiot !» murmura-t-elle en s'approchant de lui, « je ne pourrai jamais vous haïr. » Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut avec la force de toutes les émotions réprimées, de toute la douleur et la passion qui avaient le couvé entre eux. Ce baiser goûtait les larmes et le pardon, la culpabilité et la rédemption. C'était l'aboutissement de semaines de tension, la libération de secrets trop longtemps gardés. Ils se séparèrent, haletant, front contre front, et Margot sut que leur histoire ne faisait que commencer. Les fantômes du passé pouvaient enfin reposer en paix. Une semaine s'était écoulée depuis les révélations dans le jardin des Moreau, et Grasse semblait avoir retrouvé une sérénité nouvelle. Margot et Alexandre passaient leurs journées ensemble, redécouvrant l'art de la parfumerie sans la pression de la compétition, libérés enfin du poids des secrets familiaux. Ce matin-là, ils se trouvaient dans l'ancien atelier d'Émilie Dubois qu'Alexandre avait secrètement racheté et restauré des années auparavant. La lumière filtrait à travers les fenêtres nettoyées, révélant l'espace dans toute sa splendeur d'antan. Les alambics en cuivre étincelaient, les étagères regorgèrent d'essences rares, et l'atmosphère était imprégnée de cette magie particulière des lieux dédiés à la création. « Ma mère aurait adoré voir ça », murmura Alexandre en observant Margot qui manipulait délicatement un flacon d'absolu de jasmin. « Vous avez exactement les mêmes gestes qu'Émilie, d'après les photos que j'ai vues. » Margot leva les yeux vers lui, encore émue par cette attention touchante. « Vous avez vraiment fait tout ça en secret ?»
Pendant 3 ans, admit-il en rougissant légèrement. Je savais que vous reviendriez un jour à Grasse, et je voulais que cet endroit soit prêt à vous accueillir. Cette confession la bouleversa une fois de plus. Même dans sa période de haine apparente, Alexandre avait agi par amour, préparant en silence le retour de celle qu'il croyait ne jamais pouvoir approcher. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» Alexandre s'approcha d'elle, prit ses mains dans les siennes. « J'ai une proposition à vous faire. Enfin, si vous acceptez d'écouter les idées folles d'un homme qui vous aime à la folie. » Le cœur de Margot s'emballa. Ils avaient échangé leur premier « je t'aime » la veille, et chaque fois qu'il prononçait ces mots, elle avait l'impression de redécouvrir leur signification. « Je vous écoute », dit-elle avec un sourire qui illumina tout son visage. « Créons ensemble ce que nos grands-mères n'ont jamais pu réaliser », déclara Alexandre, avec une passion nouvelle dans la voix. « Unissons nos maisons, nos techniques, nos visions. Créons la parfumerie que Célestine et Émilie auraient voulu. Vous parlez d'une fusion entre Moreau et Dubois? Plus que ça. Je parle de quelque chose de nouveau qui honorerait leur mémoire tout en étant entièrement nôtre. » Margot sentit l'excitation la gagner. « Un nouveau nom? J'y ai pensé toute la nuit, » avoua Alexandre. « Que diriez-vous de Célestine et Émilie, en hommage à leur amitié perdue ?» Cette proposition toucha Margot au cœur. C'était parfait, juste et profondément symbolique. « Oui, » chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. « Oui, 1000 fois oui. » Ils scellèrent cet accord d'un baiser tendre, puis se mirent immédiatement au travail sur leur première création commune. L'alchimie entre eux était évidente. Là où Margot apportait l'intuition et l'émotion, Alexandre structurait et sublimait. Leur style se complétait parfaitement, créant quelque chose de plus grand que la somme de leurs talents individuels. « Essayez ça », dit Margot en lui tendant un mélange où elle avait osé associer rose de mai et oud cambodgien, 2 notes qu'elle n'aurait jamais pensé marier auparavant. Alexandre ferma les yeux pour sentir et son visage s'illumina. « C'est, comment faites-vous ça ? Comment savez-vous instinctivement quelles notes impossibles vont s'harmoniser ? C'est vous qui me donnez cette audace, répondit-elle simplement. Avant, j'avais peur de prendre des risques. Maintenant, je sais que vous serez là pour m'aider à les maîtriser. » Ils passèrent la journée entière dans l'atelier, oubliant de manger, perdus dans cette danse créative qui les unissait plus sûrement que tous les serments. Quand le soleil commença à décliner, ils avaient créé quelque chose d'extraordinaire, un parfum qui racontait leur histoire, du conflit initial à la réconciliation finale. « Il nous faut un nom », dit Alexandre, en contemplant le flacon qui contenait leur première œuvre commune. « Réconciliation » suggéra Margot. Alexandre secoua la tête. Trop évident. Et puis, ce parfum ne parle pas que de réconciliation. Il parle de... Il chercha ses mots. De 2 âmes qui se trouvent. « Âme sœur », proposa-t-elle avec un sourire malicieux. « Âme sœur », répéta-t-il, goûtant les mots. « Parfait. » À cet instant, la porte de l'atelier s'ouvrit, et Sophie apparut sur le seuil, suivie de Thomas. Les deux avaient visiblement comploté pour les retrouver. « Alors » demanda Sophie avec un sourire complice. « Les rumeurs sont vraies? Vous avez vraiment craqué l'un pour l'autre » Margot et Alexandre échangèrent un regard amusé. « Disons que nous avons clarifié les choses, » répondit Alexandre avec cette élégance qui lui était naturelle. « Clarifié » s'exclama Thomas. « Alexandre, mon vieux, tu es rayonnant. Je ne t'ai jamais vu comme ça. C'est l'effet Margot, » admit Alexandre sans fausse modestie, prenant la main de celle-ci sous les regards attendris de leurs amis. « Et la compétition » s'enquit Sophie. « J'ai entendu dire que les organisateurs cherchaient à vous recontacter tous les deux. » Margot fronça les sourcils. « Pourquoi faire? Nous avons été éliminés. »« Apparemment, » expliqua Thomas avec un air mystérieux, « votre histoire a fait sensation. Maître Rousseau et Monsieur Beaumont auraient une proposition à vous faire. » Mais, étrangement, cette nouvelle laissa Margot et Alexandre parfaitement indifférents. Ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'une compétition. Ils avaient trouvé leur voie commune. « Peu importe, » dit Margot en serrant la main d'Alexandre. « Nous avons déjà nos projets. »« Célestine et Émilie » demanda Sophie intriguée. « Notre nouvelle maison de parfumerie » expliqua Alexandre avec fierté, en hommage à nos grands-mères et à leur amitié perdue. Thomas siffla d'admiration. « Alors ça, c'est une belle revanche sur le destin. » Alors que la nuit tombait sur Grasse, les 4 amis quittèrent l'atelier ensemble, laissant derrière eux le parfum âme sœur, qui embaumait encore l'air de ses notes complexes. Dans le flacon transparent, la fragrance dorée captait les derniers rayons du soleil, comme un symbole de l'amour qui avait triomphé de la haine et des malentendus du passé. Margot et Alexandre marchaient, main dans la main, leur cœur enfin apaisé. Ils savaient qu'ils construiraient ensemble bien plus qu'une simple entreprise.
Ils bâtiraient un héritage d'amour et de création qui honorerait le passé tout en embrassant l'avenir. Les fantômes d'Émilie et Célestine pouvaient enfin reposer en paix. Leurs petits-enfants avaient réparé ce que l'orgueil et l'incompréhension avaient brisé, transformant une tragédie familiale en histoire d'amour éternel. 1 an plus tard, le jardin de roses de l'Académie n'avait jamais été aussi resplendissant. Les rosiers grimpants débordaient de fleurs aux nuances allant du blanc le plus pur au rouge le plus profond, créant un écrin naturel d'une beauté saisissante. C'était là, dans ce même endroit où Alexandre avait failli avouer ses sentiments des mois auparavant, qu'il avait choisi de demander Margot en mariage. L'invitation était arrivée la semaine précédente, élégante et mystérieuse. Maître Rousseau et la Maison Lumière ont l'honneur de vous convier à une cérémonie spéciale célébrant l'excellence en parfumerie. Ni Margot ni Alexandre n'avaient compris de quoi il s'agissait, mais leur curiosité avait été piquée. Ce matin-là, vêtus d'une robe fluide couleur champagne qui rappelait les nuances dorées de leur création, Margot se tenait aux côtés d'Alexandre dans le jardin transformé pour l'occasion. Une petite assemblée s'était réunie, Sophie et Thomas bien sûr, mais aussi les anciens candidats de la compétition, des critiques influents, et même quelques figures légendaires de la parfumerie française. Maître Rousseau prit la parole, son visage rayonnant d'une satisfaction paternelle. « Mesdames et messieurs, nous voici réunis pour célébrer quelque chose d'exceptionnel. Non pas la victoire d'un concours, mais la naissance d'une nouvelle vision de notre art. » Il se tourna vers Margot et Alexandre. « Il y a 1 an, ces 2 jeunes gens sont entrés dans notre académie en rivaux. Ils en ressortent aujourd'hui en partenaires, ayant créé ensemble ce que peu de parfumeurs accomplissent en une vie entière. » Monsieur Beaumont s'avança, tenant dans ses mains un élégant coffret en bois de santal. La Maison Lumière a pris une décision sans précédent. Plutôt que de choisir un gagnant unique du prix de la Rose d'Or, nous avons décidé de parrainer la création de votre nouvelle maison, Célestine et Émilie. Des murmures d'approbation s'élevèrent de l'assemblée. Margot sentit ses jambes trembler d'émotion. Cela dépassait tous leurs rêves les plus fous. « Votre parfum âme sœur a touché notre comité de façon extraordinaire, » continua M. Beaumont. « Il raconte une histoire d'amour, de réconciliation, de dépassement. C'est exactement la vision que nous souhaitons porter pour l'avenir de la parfumerie française. » Alexandre serra la main de Margot, leurs doigts s'entremêlant naturellement. Dans ses yeux, elle lut la même incrédulité heureuse que celle qui l'habitait. « Mais ce n'est pas tout, » ajouta Maître Rousseau, avec un sourire malicieux. « Nous avons une surprise supplémentaire. » Il fit un signe discret, et Sophie s'avança en portant un second coffret, plus petit, mais tout aussi élégant. Alexandre fronça les sourcils, ne comprenant pas ce qui se tramait. « Alexandre, » dit Maître Rousseau, « je crois que vous avez quelque chose à demander ?» Soudain, Alexandre comprit. Il avait confié ses projets de demande en mariage à Thomas quelques semaines plus tôt, et celui-ci avait visiblement organisé cette mise en scène avec la complicité de leurs amis. Alexandre prit le petit coffret des mains de Sophie, ses doigts tremblant légèrement. Il se tourna vers Margot, et dans le silence respectueux du jardin, mit un genou à terre. « Margot, » commença-t-il, sa voix claire portant dans l'air parfumé de rose, « il y a 1 an, je pensais que vous étiez mon ennemi. Aujourd'hui, je sais que vous êtes ma moitié, celle qui donne du sens à tout ce que je fais. » Il ouvrit le coffret révélant une bague unique en son genre. L'anneau, forgé dans un or rosé délicat, était surmonté d'un petit compartiment en cristal contenant une essence dorée. Leur première création commune, âme sœur. « Cette bague contient notre histoire, » murmura Alexandre, les larmes aux yeux. « Notre amour transformé en essence éternelle. Margot Dubois, voulez-vous m'épouser ?» Le souffle coupé par l'originalité et la beauté du geste, Margot sentit ses propres larmes couler librement. Cette bague était bien plus qu'un bijou. C'était le symbole parfait de leur union, alliant leurs 2 passions, l'amour et la parfumerie. « Oui, » chuchota-t-elle, puis plus fort. « Oui, 1000 fois oui. » Alexandre passa la bague à son doigt, et quand il se releva pour l'embrasser, l'assemblée explosa en applaudissements. Mais dans ce baiser, Margot et Alexandre étaient seuls au monde, enfin réunis après tant d'obstacles surmontés. Quand ils se séparèrent, le parfum de la bague avait libéré quelques notes de leur création, mêlant rose et oud dans une harmonie parfaite qui semblait bénir leur union. La fête se prolongea tard dans la soirée. Les invités découvraient les autres créations de la jeune maison Célestine et Émilie, s'extasiant devant l'innovation et la poésie de chaque composition. Thomas avait même organisé une surprise supplémentaire. Les parents de Margot, arrivés en secret de Lyon, et qui pleuraient d'émotion en voyant leur fille si radieuse. Alors que la nuit tombait sur Grasse,
Margot et Alexandre se retrouvèrent seuls dans le jardin, exactement à l'endroit où tout avait commencé entre eux. La lune éclairait les rosiers, créant une atmosphère féerique. « Vous rendez-vous compte ?» murmura Margot, blottie dans les bras d'Alexandre. « Nos grands-mères auraient été si fières. »« Elles le sont sûrement, » répondit Alexandre en déposant un baiser dans ses cheveux. « J'ai l'impression qu'elles nous ont guidés l'une vers l'autre depuis le début. » Margot leva les yeux vers lui, ses doigts caressant délicatement sa joue. Qui aurait cru que de la haine naîtrait un amour si pur? Ce n'était jamais de la haine, confessa Alexandre avec un sourire tendre. C'était de l'amour qui ne savait pas comment s'exprimer. Dans le silence parfumé de cette nuit de juin, ils restèrent enlacés, regardant les étoiles scintiller au-dessus de Grasse. Leur cœur battait à l'unisson, leurs rêves enfin réconciliés. La maison Célestine et d'Émilie naîtrait officiellement dans quelques mois. Leur mariage aurait lieu au printemps suivant, et leur amour durerait l'éternité. Mais en cet instant magique, seul comptait le présent, deux âmes sœurs qui avaient transformé le poison du passé en élixir d'amour. Dans l'air flottait encore le parfum de leur bague, âmes sœurs, témoins éternels de cette histoire où la haine s'était muée en passion, où les larmes avaient nourri les plus belles créations, et où l'amour avait triomphé de tous les obstacles. Grasse, la ville des parfums, avait été témoin d'une nouvelle légende d'amour, aussi éternelle et envoûtante que les essences qui faisaient sa renommée mondiale. Fince, et vous, qu'en pensez-vous? Est-il possible que la haine soit en réalité de l'amour déguisé? Alexandre a passé des mois à haïr Margot, alors qu'en réalité, il était désespérément amoureux d'elle depuis le premier regard. Il portait la culpabilité d'un passé qui n'était pas le sien, transformant l'admiration en hostilité pour se protéger de la douleur. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà ressenti de la colère envers quelqu'un que vous admiriez profondément? Ou connaissez-vous des histoires où des familles ennemies ont découvert que tout était basé sur des malentendus? Partagez vos expériences. Croyez-vous que les grands amours commencent parfois par un conflit? Votre participation à la chaîne est très importante. Veuillez laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.